Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur R Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Soyez les bienvenus. Bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook, l'Insta, le tweet d'RTV. Merci pour votre fidélité. Ce soir, l'actualité, notamment internationale, on en parle énormément depuis ce matin. Nous allons revenir sur cette consoeur, Shirin Abu Akleh, qui est journaliste d'Al Jazeera, tuée lors d'affrontements en Cisjordanie. La journaliste, une des personnalités les plus connues de la chaîne de télévision. Je vous le disais, Al Jazeera a donc été tuée, a trouvé la mort ce mercredi 11 mai au matin par un tir de l'armée israélienne, alors qu'elle couvrait des affrontements armés en Cisjordanie. Je vous disais, Cisjordanie occupée. Selon des témoins, des responsables palestiniens et son employeur, sur place a fait état des tirs de l'armée israélienne et vu le corps de la reporter qui portait un gilet pare-balles avec au dos inscrit notamment le mot presse. Avec nos invités, nous allons revenir donc et rendre hommage à notre consoeur, paix à son âme, et nous allons revenir aussi sur la situation du conflit franco-palestinien. Et j'aurai aussi le plaisir d'avoir Elsa Lefort Hamouri, qui est l'épouse du jeune franco-palestinien Salah Hamouri, qui est une nouvelle fois en détention en Israël. On va y revenir. Avec nous, donc, le titre de l'émission, la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, tuée par un tir de l'armée israélienne. Point d'interrogation, puisque en tout cas c'est ce que dénonce RSF, les témoins, la Palestine, mais à l'heure actuelle, l'armée israélienne, les autorités israéliennes démentent totalement, notamment la volonté d'avoir provoqué ce geste de mort de cette journaliste. Avec nous, le plaisir d'avoir Bertrand Heilbronn. Bonsoir Bertrand Heilbronn, vous êtes président de l'association France-Palestine Solidarité. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Elsa Lefort aussi est avec nous. Bonsoir Elsa Lefort Hamouri. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Plaisir de vous accueillir. Vous êtes, entre autres, en tout cas, on va l'évoquer ce soir, mais vous vous battez notamment pour que justice soit faite et que enfin Salah Hamouri, ce jeune avocat franco-palestinien, soit donc libéré une fois pour toutes, puisque depuis plusieurs années, il subit un certain acharnement. Il est encore une fois derrière les barreaux. On va revenir avec lui sur sa situation et aussi lui rendre hommage et avoir une pensée pour lui. Avec nous aussi Farid Ousni. Bonsoir. Bonsoir, Farid Ousni. Ousni. En plus, c'est écrit Ousni, pardon, autant pour moi. Merci d'être là. Vous êtes, vous me le disiez tout à l'heure, et je trouve ça très très beau, militant pour la paix, pour une paix au Proche-Orient, et vous êtes membre de la FPS. Bertrand Heilbronn, je sais que je dois aussi vous libérer très rapidement. Merci vraiment, c'est un honneur de vous avoir tous et toutes. Peut-être un mot sur la disparition, la mort tragique et même l'assassinat. C'est ce dont parlent énormément d'ONG, aussi d'institutions, de personnalités politiques, bien évidemment la Palestine, de cette femme journaliste Shirin Abu Akleh. Oui, l'émotion est considérable. Je pense que effectivement, il faut parler d'assassinat. C'est malheureusement coutumier de la part de l'armée israélienne de cibler les journalistes. À ce point, je crois qu'on n'était jamais allé dans l'horreur. L'émotion est considérable. Shirin Abu Akleh, vous avez insisté sur le fait à quel point elle était réputée et connue sur la chaîne Al Jazeera. C'est aussi une journaliste palestinienne extrêmement connue en Palestine. Elle y travaillait depuis au moins 25 ans. Elle était toujours sur le terrain auprès des Palestiniens qui résistent dans leur village contre le vol de leurs terres par l'armée israélienne et par les colons. Elle était toujours là. C'était aussi une très grande professionnelle. Elle enseignait notamment à l'université Birzeit pour former les jeunes journalistes palestiniens. C'est à la fois déjà en Palestine, et nous on tient vraiment à nous associer à la douleur des Palestiniens face à cet événement. Dans le monde entier aussi, parce que là, on sent bien qu'il y a un nouveau pas qui est franchi dans l'horreur de ce que commet l'armée israélienne
vis-à-vis des Palestiniens. Et ça vient dans toute une séquence dont évidemment on reparlera. Cette femme journaliste qui, je vous le rappelle, a été a trouvé la mort, a été assassinée, a été tuée en tout cas. Effectivement, ce sont les analyses, les constats de plusieurs personnes qui étaient sur le terrain. Et puis, je vous le disais, des institutions, des autorités, certaines personnalités politiques, notamment en France, qui se sont exprimées. On va évoquer avec vous aujourd'hui la position et ce dont a annoncé le président français, hein, qui, si je ne me trompe pas, a tout de même demandé qu'une enquête claire soit faite. Bonsoir une nouvelle fois, Elsa Lefort-Amoury. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. On va bien évidemment revenir avec vous sur la situation de Salah Hamouri, qui, je le rappelle, est encore une fois derrière les barreaux. Mais encore une fois, peut-être un mot sur la disparition de cette femme journaliste qui était sur le terrain et qui essayait de faire tout simplement son métier. C'est vrai que Chirine, c'est une journaliste emblématique. Je ne sais pas si on peut même pas qualifier de la plus célèbre journaliste palestinienne. Et en tout cas, elle était présente dans les foyers palestiniens depuis des décennies. Et je sais que en 2016, elle avait fait un reportage, elle avait interviewé Salah. Et pour lui, c'était vraiment vous voyez, c'est la dame de la télé l'icône, on va dire, médiatique. C'était un honneur pour lui d'avoir été interviewé par elle. Et c'est vrai que elle a toujours été. C'était une journaliste très expérimentée parce que, bien sûr, la propagande israélienne va maintenant essayer de faire croire qu'elle était au mauvais moment, au mauvais endroit, mais c'est une journaliste très expérimentée qui a pas pu faire d'erreur. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est dramatique. Et si sa renommée peut permettre de mettre en lumière les crimes commis par l'armée israélienne sur les Palestiniens et plus précisément sur les journalistes, eh bien, je pense que ça peut être un des meilleurs hommages qu'on peut lui rendre, de faire en sorte elle s'est attelée à dénoncer les crimes de l'occupation. Eh bien, il faut continuer son travail qu'elle faisait avec une rigueur extrême. Et voilà, j'imagine que là où il est, Salah doit être très, très, très... Pour vous, ça peut être un nouveau départ, peut-être de l'international d'un point de vue général, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des guerres dans ce monde. Certaines ont une couverture médiatique beaucoup plus importante. On sait que le conflit israélo-palestinien et que les Palestiniens vivent aussi des moments plus que difficiles. Je ne sais pas si le terme est adapté, je pense loin de là, mais cette malheureuse disparition, ça peut être aussi peut-être un nouvel élan d'une prise de conscience. Vous allez réagir là-dessus, Elsa Lefort-Amoury, mais juste citer le communiqué d'Al Jazeera, qui a affirmé que Shirin Abu Akleh a été tuée de sang-froid, je cite, par les forces israéliennes. Al Jazeera condamne ce crime odieux qui a pour objectif d'empêcher les médias de faire leur travail. C'est ce qu'a déclaré donc la chaîne qatari, et qui est la chaîne qui appelle aussi la communauté internationale à tenir pour responsable les forces d'occupation israéliennes pour avoir intentionnellement ciblé et tué Shirin, qui a reçu une balle au visage, selon les autorités qataries. Fin de citation. Donc pour vous, Elsa Lefort-Amoury, ça peut provoquer une nouvelle prise de conscience, un nouveau réveil, parce que tout de même, ce conflit, il est quelque part un peu oublié, ou peut-être malheureusement entré dans le quotidien des citoyens et des citoyennes de ce monde, et même peut-être des autorités politiques du monde. Bien, j'espère que ça va surtout permettre d'abattre le mur du silence, parce qu'en fait, des Palestiniens qui sont tués, là, les derniers jours, il y en a eu quasiment tous les jours, en fait, des Palestiniens qui sont abattus comme ça, qui sont exécutés par l'armée. Et on voit dans nos médias mainstream, ça vaut à peine un petit filet sur les chaînes d'information, et encore.
Et là, le fait que ce soit une journaliste, on peut espérer que ses confrères et confrères du monde entier vont mettre en lumière ça. Voilà, il faudrait espérer surtout que ça s'arrête pas juste à son cas, parce que c'est dramatique pour Chérine aujourd'hui, mais des Palestiniens qui se font tuer, c'est leur quotidien en fait. Donc il faudrait que cette attention médiatique, elle se prolonge. Enfin, vous êtes sûrement mieux placé que moi, vous connaissez mieux vos confrères que moi, mais je doute que ça puisse, enfin voilà, que j'espère que ça permette comment dire, de recentrer l'attention médiatique sur la Palestine, mais j'ai de gros doutes. Restez avec nous, chère Elsa Lefor-Amoury. Farid Ousni est avec nous, peut-être aussi pour commencer. Et je crois que vous connaissiez hein, cette femme journaliste qui était passionnée, hein, qui tout au long de sa vie a mené ce combat. Il voulait transmettre l'information. Peut-être aussi pour commencer un mot pour lui rendre hommage. C'est ce que vous me disiez aussi au téléphone. Hein. Bonsoir à tout le monde. Donc, tout d'abord, toutes mes condoléances à la famille de Chérine, à Abou Akleh et bien évidemment à tous les journalistes du monde. Chérine était bien évidemment une journaliste professionnelle, une journaliste qui essayait d'accompagner et d'expliquer bien évidemment tout ce qui se passe dans les territoires occupés. Il était dans tous les manifs, il était pour tout simplement faire son travail. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, encore une fois, l'armée israélienne a ajouté dans son registre noir le fait de tuer une journaliste connue, respectée, aimée pas que en Palestine, mais dans tout le monde arabe. Hein. Al Jazeera est une chaîne très suivie par beaucoup de pays et beaucoup d'arabophones dans le monde entier. Et donc, bien évidemment, c'est une grande perte pour la cause palestinienne, une grande perte, bien évidemment, pour le corps des journalistes. Aujourd'hui, l'armée israélienne, encore une fois, confirme qu'il ne respecte pas les conventions, qu'il ne respecte pas les journalistes et qu'il sait et qu'il a cherché par, on va dire, ce geste à faire taire, bien évidemment, la voix de Chérine, une voix tout simplement libre, professionnelle, qui essaie tout simplement de dénoncer systématiquement les crimes de cette armée barbare, malheureusement. Récemment, en Palestine, on a vu l'armée israélienne a tué beaucoup de jeunes, un peu dans des villages à Jérusalem et dans des villes en Palestine. Et comme il vient de le dire Elsa, malheureusement, on parle peu de ces actes barbares. Et donc, avec cet acte aujourd'hui, eh ben, je pense qu'il est temps que le monde entier, que les libres de ce monde demandent, on vient de dire, des comptes à Israël et demandent des comptes à l'armée israélienne, tout simplement. Il ne faut pas laisser passer ce crime odieux. Il faut le dénoncer, il faut demander des comptes et j'espère que l'ONU, j'espère que la France, le monde arabe, la Ligue arabe demandent des comptes à l'État d'Israël. Mmh. Restez avec nous, Farid Ousni. Je sais que je crois que vous avez un peu de temps par rapport peut-être à Bertrand Heilbronn. Je reviens vers vous, Bertrand Heilbronn, président de la FPS. C'est la question que je posais tout à l'heure à Elsa Lefor-Amoury. Est-ce que cette malheureuse, tragique, sans nom, disparition, assassinat, en tout cas c'est ce dont on parle énormément aujourd'hui pour que les mots soient clairs, est-ce que ça peut permettre peut-être à ces citoyens du monde peut-être de prendre plus conscience de cette situation, car quelque part c'est peut-être entrer dans quelque chose de banal dans la tête et dans le quotidien des citoyens, des Européens, et puis aussi peut-être au-delà de l'ONU, au-delà peut-être des autorités politiques en Europe notamment, ou des puissances de ce monde. Est-ce que ça peut réveiller et puis peut-être entreprendre peut-être une nouvelle voie vers une meilleure situation, notamment des Palestiniens? Alors, en fait, bon, l'émotion est considérable. L'émotion est considérable, on va en parler et j'espère que ça ne sera pas éphémère parce que c'est vraiment très important de parler de ce qui se passe en Palestine. Ce n'est pas la première fois que le journaliste est ciblé, mais là, c'est vraiment tellement caractéristique, tellement emblématique que ce n'est pas possible de laisser comme ça. Mais bien sûr, il y a deux dangers. Il y a le danger d'une actualité qui chasse l'autre
Et là, il faut faire très attention, il faut vraiment qu'on prenne tous conscience de deux choses. La première, c'est que la défense des droits, l'indignation, ça ne se divise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a légitimement une émotion considérable sur ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe en Palestine, si on ferme les yeux, bien, ça va alimenter d'autres violations des droits de l'homme. C'est pour nous, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre démocratie qu'il faut qu'on se batte pour la justice pour les Palestiniens. La deuxième chose, je crois, c'est qu'il ne faut pas en rester aux tout derniers événements. Ce que fait l'armée israélienne aujourd'hui est particulièrement horrible, ce que font l'État d'Israël dans son ensemble. Et on voit par exemple les dernières décisions de déportation des Bédouins de Attab au sud d'Hébron, on voit de Yatta, on voit les provocations sur l'esplanade des mosquées. Il y a évidemment une escalade dans l'horreur. Mais qui est-ce qui peut croire sérieusement qu'une occupation qui dure depuis 55 ans est une occupation comme n'importe quelle autre? Il s'agit d'un projet de conquête territoriale, il s'agit d'un projet d'étouffement d'une identité nationale, il s'agit d'un projet qui a un nom qui s'appelle l'apartheid avec une définition juridique qui est extrêmement précise. Et c'est ça qu'il ne faut absolument pas laisser faire. Donc moi, j'appelle vraiment nos concitoyens à prendre connaissance de tout ce qui se passe, à ne pas en rester aux tout derniers événements, à bien sûr qu'il faut qu'on utilise cette vague d'émotions, elle est légitime et il faut bien sûr que cette vague d'émotions fasse prendre conscience au maximum de personnes et aux autorités publiques qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais il faut aussi bien prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est une entreprise de négation d'un peuple, de le priver de sa terre, de ses terres et de ses ressources. C'est ça qui est derrière l'occupation israélienne et ce régime d'apartheid. Pourquoi, selon vous, justement, il y a quelque part ce silence voilà, vous parlez peut-être d'une organisation, en tout cas qui a un objectif précis, et le but, c'est vraiment peut-être au fil des années de voir la Palestine totalement disparaître. Pourquoi il y ait ce silence parfois souvent européen? L'ONU, je crois que l'ONU aujourd'hui, Conseil de sécurité, est plutôt impuissant, n'arrive pas à faire aboutir à peut-être un consensus, à donner place aux Palestiniens, à ce qu'ils puissent vivre dignement. Alors, vous parlez de plusieurs choses. Quand vous parlez du silence, bon, en ce qui concerne l'ONU, donc son assemblée générale n'est pas silencieuse du tout, mais malheureusement, elle a peu de pouvoir. Et le pouvoir, oui, c'est vraiment ça. C'est pas vraiment le Conseil de sécurité est bloqué par le veto américain. Est-ce que là, les États-Unis, sur une affaire comme ça, vont mettre leur veto, sachant qu'en plus, Shirin Abu Akleh est aussi citoyenne américaine. Donc ça va être à regarder de très près. L'Union européenne a été très rapide pour mettre en place des sanctions par rapport à l'Ukraine. Bon, on ne conteste pas. Maintenant, on voit que les sanctions sont possibles. Il est grand temps de le faire. De même qu'il est grand temps d'arrêter d'être complice de la colonisation. Et ça, c'est entre les mains de la Commission européenne. Nous avons une grande campagne là-dessus pour que les citoyens, une initiative citoyenne européenne pour faire changer les choses. Je pense qu'il faut se battre là-dessus. Il ne faut pas partir... on n'est pas dans une position de victime. On gagne beaucoup de victoires, notamment sur le plan du droit. Le nombre de décisions de justice qu'il y a eu ces derniers temps pour rappeler, par exemple, le droit d'appeler au boycott, pour rappeler le droit de condamner la politique israélienne. C'est impressionnant. Donc, je pense que dans ce silence, alors il y a évidemment, au niveau des États, c'est beaucoup plus complexe, mais au niveau des citoyens, il faut que nous prenions conscience que nous avons absolument le droit et le devoir de prendre la parole, qu'il n'y a pas de risque à cela, que nous sommes quand même en France protégés par un certain nombre de lois sur la liberté d'expression, que chaque fois que nous avons porté les choses devant la justice ces derniers temps, on nous a donné raison. Donc soyons plutôt conscients de notre force, plutôt que de nous poser en victime, même si on sait que les groupes de pression pour nous faire taire
sont puissants, mais nous sommes largement aussi forts. Nous gagnons devant les tribunaux en particulier. Vous parlez j'échange un peu avec vous, hein, je vous garde un peu parce que je vais vous libérer derrière. Je sais que vous avez aussi un emploi du temps très, très serré. Vous avez employé deux mots de complicité, notamment de puissance, d'impuissance. On a tout de même l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures et qu'on a quelque part l'impression, si on regarde un peu ce monde, que peut-être que la puissance israélienne, donc l'État d'Israël, est beaucoup plus puissant que la Palestine. Alors, je ne parle pas que de moyens financiers, matériels, armés, etc. Même au niveau de sa présence, de son relationnel avec les autres pays, les autres puissances, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. N'y a-t-il pas quelque part un lobbying derrière où vous parliez de complicité Le deux poids, deux mesures, il est ressenti de manière extrêmement douloureuse par les Palestiniens. Les Palestiniens, quand ils voient effectivement la manière dont l'Union européenne a été capable, la communauté internationale de manière générale, a été capable d'aligner les sanctions par rapport vis-à-vis de la Russie par rapport à l'Ukraine, ils ressentent vraiment comme du racisme le fait que quand il s'agit de la Palestine, on ne fait pas grand-chose. Donc évidemment, c'est très fortement ressenti par les Palestiniens, ce deux poids, deux mesures. En même temps, moi j'insiste sur le fait que nous n'avons pas à nous mettre par rapport à ça collectivement dans une position de victime. Nous marquons des points. Quand je dis nous, c'est aussi le cas partout dans le monde. Quand on voit la manière dont l'opinion américaine, et je ne parle pas de quelques activistes, mais dont l'opinion américaine aux États-Unis, dans sa large majorité, est en train d'évoluer, cela montre que oui, si on porte la bataille de l'opinion, si on la porte ensemble, on peut faire changer les choses. Et c'est à ça qu'on appelle, nous, la FPS en particulier, nous, les autres aussi organisations, par nos campagnes contre l'apartheid, pour la levée du blocus de Gaza, pour exiger que l'Union européenne interdise les produits des colonies, quelles qu'elles soient, y compris les colonies israéliennes en Palestine. Quand on porte ces campagnes, on peut faire bouger l'opinion. Et je crois que l'opinion publique est vraiment sous le choc de l'assassinat de la journaliste Shirin Abu Akleh, et que c'est une occasion vraiment de le rappeler. Oui, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre. Nous pouvons être des acteurs. Nous n'avons pas à nous poser comme victimes. Nous pouvons être des acteurs et nous marquons des points. Vous restez optimiste, malheureusement. On consacrera toute une émission justement sur l'histoire de ce conflit. Et de décennie en décennie, on voit tout de même que malheureusement, la carte de la Palestine s'efface. C'est une réalité. Mais vous êtes plutôt optimiste à ce que ce peuple continue à exister et puis à un moment donné à exister. C'est une chose, mais peut-être… Il résiste de manière exemplaire. Il résiste de manière exemplaire, il résiste surtout en existant, comme vous le dites. Il résiste. Nous avons une de nos militantes qui est dirigeante qui revient de Gaza. Elle est vraiment bluffée par la manière dont les Palestiniens de Gaza, sous un siège implacable, arrivent à vivre, à promouvoir l'éducation des enfants, des projets dans tous les sens, parce que pour eux, l'important, c'est vraiment d'exister. Et donc, les Palestiniens nous donnent cette leçon de résistance et d'optimisme. Si vous me dites je suis optimiste, moi je dirais, nous sommes dans un optimisme de combat. Nous pouvons être optimistes si nous avons collectivement, et je parle vraiment globalement en France, le courage de dire non, c'est plus possible en Palestine comme c'est plus possible ailleurs dans le monde. Et il faut que nous nous mobilisions, que nous bougions. Et quand effectivement la population d'un pays se met en mouvement, les choses changent. C'est ce qui est en train de se passer aussi aux États-Unis. Bertrand Heilbronn d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le président de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité. J'invite les téléspectateurs à se rendre sur votre site internet, à vous suivre aussi sur toutes vos actions. L'AFPS agit pour une paix réelle et durable fondée sur l'application du droit international en lien avec le peuple palestinien, ses représentants légitimes et les organisations de la société civile palestinienne, avec la présence de militants israéliens opposés à l'occupation et la colonisation. J'invite vraiment les téléspectateurs à vous suivre sur votre site. Merci Bertrand Heilbronn d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. C'est moi.
Elsa Lefort Amoury, bien évidemment, je voudrais revenir avec vous. Alors, je vais saluer Farid Ousni. Je crois que vous avez encore quelques minutes. Est-ce que vous me confirmez? Oui, je vous confirme encore quelques minutes. Merci, très bien. Merci infiniment. Je sais que c'est pas évident pour tous les trois. C'était un peu short comme emploi du temps. Elsa Lefort Amoury, il était important pour moi de vous avoir ce soir car j'aimerais vraiment qu'on évoque et qu'on revienne et qu'on ait une pensée aussi sur la situation de Salah Amoury. C'est ce jeune franco-palestinien avocat de 36 ans qui est une nouvelle fois derrière les barreaux. Il est accusé depuis plusieurs années d'être membre du Front populaire de libération de la Palestine. D'abord, comment va-t-il? Il est emprisonné une nouvelle fois depuis quelque temps. Oui, il a été arrêté le 7 mars et il est en détention administrative actuellement, c'est-à-dire sans charge ni jugement. Pour le moment, c'est une peine initiale de 3 mois, mais quand elle sera réévaluée le 6 juin, il est probable que la peine soit prolongée ou qu'il soit libéré. Voilà, mais on n'a aucun moyen de savoir ce qui va advenir puisque le dossier est classé secret, comme pour tous les détenus palestiniens en détention administrative qui sont actuellement 450. Voilà, donc ce système de la détention administrative permet vraiment d'incarcérer les Palestiniens voilà, sans motif. Et donc, c'est une menace permanente qui plane sur les militants, mon mari est avocat, il travaille dans une ONG qui défend les prisonniers politiques palestiniens, donc il est défenseur des droits humains. Et depuis des années, mais depuis quelques mois, il y a un véritable acharnement d'Israël contre les organisations civiles palestiniennes qui défendent les droits humains. Et donc voilà, il a été arrêté. En vérité, nous, on sait quels sont les motifs, quoi. Le motif, c'est de l'empêcher d'exercer sa profession et à plus long terme, le contraindre à l'exil. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Effectivement, beaucoup parlent d'acharnement. Qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? La justice militaire israélienne l'a condamné donc jeudi, au moment où vous l'avez cité, il a été arrêté à 4 mois de détention. Je cite militant du FPLP, il menace la sécurité de la région. Voilà ce qui était inscrit sur son acte d'accusation. Comment vous analysez ces actes d'accusation maintenant depuis plusieurs années? Est-ce que réellement Salah Amoury, jeune comme il est, avocat franco-palestinien, je le rappelle, est réellement un danger pour l'armée israélienne? Il est un danger parce que il prône la justice et qu'il se bat pour que ce peuple soit libre. Donc effectivement, comme tous ceux qui sont attachés à ces valeurs de justice et de liberté, il est effectivement un danger pour l'État colonial. Sinon, non, il n'est pas du tout un danger. Toutes les accusations, que ce soit celle-là ou précédemment, par exemple, lors de sa plus longue détention, il avait été accusé d'avoir eu l'intention d'assassiner une personnalité d'extrême droite israélienne. Il n'y a jamais eu tout cela. Il a toujours nié toutes ces accusations. Et voilà. Mais ce motif de danger pour la sécurité de l'État d'Israël et le motif passe partout. Hein. Si jamais vous faites expulser à la douane, c'est également ce qui va vous être dit. Moi-même, quand j'ai fait les frais en 2016, j'ai été expulsée, mise en détention 3 jours et on m'a reproché d'être un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Donc, vous avez été aussi interdite d'entrer notamment en Israël en 2016, hein, si je ne me trompe pas. Je suis interdite depuis 2016. C'est ça, toujours. Pour une durée de 10 ans. De 10 ans. Donc, on est toujours dedans, effectivement, parce que moi aussi, je serai un danger pour la sécurité de cet État. Voilà. Donc, on sait que c'est le motif qui est utilisé toujours et que derrière, en fait, ce qui est ciblé sont toute opposition, les gens qui
s'élèvent contre l'occupation, les gens comme Salah qui du coup défendent les prisonniers politiques. Il faut savoir que le sujet du prisonnier politique en Palestine est central dans la société palestinienne. Dans toutes les familles, il y a des prisonniers politiques. Ils sont actuellement plus de 4000. Voilà, c'est un véritable moyen de contrôle d'un peuple et aussi eh bien de souffrance, hein, parce que eh bien, vous êtes loin de votre famille. Dans les cas de détention administrative, vous ne savez pas quand est-ce que votre peine va se terminer. Donc, il faut imaginer que, aussi bien pour le détenu, mais également pour sa famille, moi, je ne peux pas dire à mes enfants, tel jour, tu pourras serrer ton père dans tes bras. Voilà, je dis, peut-être que le 6 juin, on aura une bonne nouvelle, ce qui ne veut pas dire qu'on pourra le serrer dans nos bras, puisque il y a des restrictions de mouvement également. Comme vous disiez, il y a un acharnement depuis plus de 20 ans. Cet acharnement comprend des détentions, une blessure par balle également quand il était très jeune, des restrictions de mouvement, le fait que moi j'ai été expulsée, que je sois interdite de territoire, c'est également pour l'empêcher d'avoir une vie de famille. Ensuite, actuellement, il est sous le coup d'une procédure de destitution de sa carte de résidence à Jérusalem. Ce qui faut savoir pour les Palestiniens de Jérusalem, ils n'ont pas de passeport ni palestinien ni israélien, ils ont une carte de résident qui est donnée par Israël et qui est vraiment un statut assez précaire. Et le fait de se voir enlever ce statut le contraindrait à l'exil, en fait. Et à l'exil total de Palestine, c'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas, puisque Israël contrôle toutes les frontières, y compris celle de la Cisjordanie, il ne pourrait même pas aller en Cisjordanie. Là, quand je vous dis le 6 juin, on espère qu'il soit libéré, on espère qu'il soit libéré et on espère aussi qu'il ne soit pas expulsé, puisque c'est également le risque qui plane. Un dernier mot avec vous, Elsa Lefort Hamouri. Salah Hamouri est franco-palestinien. Il a 36 ans. Il est jeune. Il apporte aussi pour la Palestine, pour son combat, son travail, puisqu'il est avocat, qui est un travail magnifique, mais il est aussi français. Comment aujourd'hui se positionne l'État français? Est-ce qu'on peut dire que notamment sur le dernier mandat du président actuel Emmanuel Macron, mais je rappelle que Salah Hamouri est victime d'emprisonnement depuis plusieurs années, donc il en a vu aussi des diplomaties, des diplomates et des présidents défiler. Comment se positionne Jean-Yves Le Drian, Emmanuel Macron? C'est assez timide, je crois, hein, ou pas? Oui, c'est timide. Alors, là, si on parle du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est donc la 3e incarcération de Salah depuis le début de ce quinquennat. La plus longue avait duré 13 mois. Et à l'époque, la diplomatie française s'était prononcée clairement en demandant sa libération et en qualifiant la détention administrative de détention arbitraire. Donc voilà, ça c'était à l'époque. Maintenant, on est en 2022. Là, les mots sont plus du tout les mêmes. Tous les communiqués qui émanent du ministère des Affaires étrangères sont très pondérés. Il souhaite sa libération, mais il ne demande pas. Alors après, on va dire que ce ne sont que des mots, mais en diplomatie, les mots comptent. Les mots et puis les actes. Actions, ouais. Il est français. Lorsqu'il est sorti dernièrement, on a vu tout de même en France qu'il a été reçu par un certain nombre de maires un peu partout en France, en Île-de-France aussi. Je recevais Salah, le maire de Stins, d'Inteibi, où on a évoqué la situation de Salah Hamouri il y a quelques jours. Lorsqu'il a été libéré dernièrement, on n'a pas senti tout de même un engouement ou une sorte de joie ou de félicitations peut-être d'un président français ou de ses équipes se réjouir qu'un jeune avocat français ait été libéré. Eh bien non, il y a clairement, depuis toutes ces incarcérations, il n'y a jamais eu un enthousiasme fou de la part des politiques.
surtout si on peut comparer, vous parliez tout à l'heure de poids de mesure, on peut comparer avec d'autres Français qui pourraient être incarcérés dans d'autres pays et pour lesquels la diplomatie française remue ciel et terre pour obtenir leur libération. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est vrai qu'il y a des communiqués qui sont très timides et nous, en tant que famille, on n'a pas plus d'informations. Quand on leur demande mais concrètement qu'est-ce que vous faites, on n'a pas d'informations. Donc, Alors, le temps passe vite et je voudrais vraiment aussi garder après quelques minutes Farid Ousni avec nous. Pourquoi justement ce deux poids de mesure? C'est vrai que vous avez raison de le dire, hein, lorsqu'il faut libérer un Français, un ou une journaliste, et tant mieux, hein, on les a vus, on a vu combien sous différents présidents il y a une telle pression qu'ils ont réussi à faire libérer des Français journalistes ou autres fonctions dans d'autres pays. Pourquoi il y a ce deux poids de mesure selon vous? Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le président français n'y va pas réellement? En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Je pense que malheureusement, il y a deux messages très négatifs qui sont envoyés par cette absence de mobilisation. Premièrement, est-ce que quand on s'appelle Salah, on est considéré par l'État français comme un citoyen français? Ou est-ce qu'on est considéré comme un citoyen de seconde zone parce qu'on est arabe? Et du coup, ça peut également s'appliquer à tous les Français d'origine arabe qui vivent en France. Et d'ailleurs, la réponse est dans la question. Hein. On sait que quand même, il y a des politiques, il y a un racisme systémique. Donc, moi, je pense que voilà, clairement, s'il s'appelait Pierre, il y aurait déjà un peu plus de mobilisation de la diplomatie française. Et enfin, il cumule parce que, il est incarcéré dans un pays ami avec qui la diplomatie française ne veut absolument pas se chamailler, encore moins pour un Français qui s'appelle Salah. Voilà. Donc voilà, mais c'est dramatique parce que d'un autre côté, et dès sa réélection, le président Emmanuel Macron a dit qu'il était mobilisé pour tous les Français. Et donc tous les Français, ça vaut pour Pierre, Paul, mais ça vaut aussi pour Salah. Et en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Voilà, donc moi, je trouve que c'est un très mauvais message qui est envoyé par la diplomatie et par le président parce que c'est lui qui devrait s'en saisir. En fait, moi, j'ai été reçue à l'Élysée et on me dit que Salah cumule, il a le record d'intervention de la diplomatie française sur son cas. Ok, mais plus les années passent et plus son cas empire. Donc, soit Israël fait pression sur la France et la France est impuissante, soit il y a un manque d'efficacité ou peut-être une un manque de conviction, je pense. Ouais. Plutôt, je pense que effectivement, il y a peut-être des petites interventions, tiens, au fait, notre patate chaude, est-ce qu'on peut quand même parler des sujets qui fâchent? Bon, on a Salah Hamouri sur le côté, mais en fait, il faut de la conviction. Maintenant, il faut dire stop. Il faut dire, c'est pas possible que la France laisse un citoyen être harcelé comme ça, parce que en fait, on voit cette chronologie du harcèlement, mais il faut l'imaginer pour lui. Il est fort, mais c'est un être humain. Et c'est pas un super héros. Donc pour lui, pour ses proches, pour sa famille, ses amis, ses enfants qui grandissent sans leur père, c'est toute une famille en fait française qui est embarquée dans ce harcèlement et on se sent pas soutenu à la hauteur du préjudice que l'on vit au quotidien dans notre vie à nous. Merci d'avoir été avec nous, Elsa Lefort Hamouri. Vous êtes donc l'épouse de Salah Hamouri, ce jeune franco-palestinien, avocat de 36 ans. On reviendra certainement avec vous au début juin prochain, c'est dans quelques jours, pour connaître son verdict, en savoir un peu plus sur sa situation. Et je voudrais saluer aussi Jean-Claude Lefort, voilà, avec qui j'ai échangé, qui est votre papa, ancien député, et qui milite aussi pour le droit et la justice des peuples. Merci infiniment, Elsa, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Farid Ousni, merci d'être resté. Pardonnez-moi vraiment de vous avoir fait patienter. Voilà. Écoutez, je voudrais revenir avec vous sur d'abord, vous pouvez réagir aussi sur ce que vous venez d'entendre, hein, les mots de Bertrand Heilbronn et les mots d'Elsa Lefort Hamouri, et puis aussi sur la situation
l'émotion est là pour notre consoeur. Mais il y a aussi la vie, notamment elle a été tuée à Jénine, hein, c'est lors de ces affrontements, c'est le QG hein, en Cisjordanie des affrontements, notamment dans ce conflit israélo-palestinien. Tout d'abord, permettez-moi d'abord de saluer Elsa et de lui présenter mes amitiés. Bien évidemment, autant que citoyen français, je m'appelle Farid Ousni et je demande à notre président Emmanuel Macron d'intervenir pour demander tout simplement la libération de Salah Hamouri. Salah Hamouri est un jeune militant qui défend les droits de l'homme et qui défend bien évidemment les droits des prisonniers politiques en Palestine. Et bien évidemment, l'État français doit intervenir pour demander tout simplement, un, sa libération, et deux, de le laisser tranquille pour qu'il puisse tout simplement vivre parmi où il a envie de vivre. Et concrètement, il a envie de vivre et de mener sa vie à Jérusalem. Donc, je souhaite vivement l'intervention de notre président Emmanuel Macron. Pour la situation, bien évidemment... Oui, juste peut-être une réaction. On parlait des 2 poids 2 mesures. C'est vrai qu'on parle de Salah Hamouri puisqu'on a eu le plaisir d'avoir son épouse, mais on a d'autres. Est-ce qu'aussi vous faites le même constat? Alors même si dans votre titre, que je trouve d'ailleurs remarquable, militant pour la paix au Proche-Orient, vous avez voilà plusieurs fonctions. Vous êtes chercheur, vous êtes analyste, vous avez une connaissance de ce conflit, des relations aussi entre Israël et la Palestine, Israël et la France. Pourquoi on peut aujourd'hui peut-être parler pas de silence, mais de timidité de la diplomatie française et des présidents français, notamment sur la situation d'un jeune Français qui s'appelle Salah Hamouri? Malheureusement, on le sait, c'est pas nouveau, hein, depuis si longtemps maintenant, hein, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. On sait très bien que, on va dire, la position diplomatique de la France un petit peu a été modifiée et que on essaye d'éviter de se fâcher avec l'État d'Israël. Et donc, bien évidemment, des cas comme ça là, et qui sont nombreux d'ailleurs, c'est des dommages collatéraux malheureusement, et que malheureusement l'État ne souhaite pas, bien évidemment, se trouver face à une situation compliquée d'un point de vue diplomatique. Donc, il essaye d'éviter de parler avec Israël sur ces sujets. Néanmoins, la situation, elle est ce qu'elle est, et on voit aujourd'hui que, c'est-à-dire cette notion de 2 poids 2 mesures n'est plus acceptée, où il est dénoncé d'abord par les Palestiniens eux-mêmes, dénoncé dans les médias par tous les militants politiques, les militants de la paix, les militants bien évidemment, d'une manière plus large, parce que tout simplement on défend tout simplement l'application du droit international. Et donc le fait de défendre le droit international sur des causes et les laisser sur d'autres, donne ce sentiment d'injustice qui n'est pas bien évidemment accepté. Aujourd'hui, avec l'assassinat de Chérine Abou Akleh, je pense qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre et que je pense que les Palestiniens vont continuer de plus en plus à résister, de plus en plus à vouloir parler de ce qui se passe dans les territoires occupés. L'autorité palestinienne, bien évidemment, il sera obligé d'assumer plus ses responsabilités, sachant qu'aujourd'hui les relations entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël sont des relations très très compliquées aujourd'hui. Et le peuple palestinien, bien évidemment, il va demander plus d'intervention, tout simplement, soit de l'ONU, soit des États amis, tout simplement. Et donc, dans un contexte aujourd'hui qui bouillonne, on voit ce qui se passe bien évidemment en Ukraine, on voit ce qui se passe bien évidemment dans quelques pays dans le Moyen-Orient, etc. Donc, je pense qu'on ne peut plus tolérer, on va dire, que l'État d'Israël ne respecte plus le droit international. Petite minute, ce conflit israélo-palestinien, alors je sais que vous me direz effectivement qu'il faudrait peut-être des heures pour en parler, mais peut-être pour éclairer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui pour Israël et continuer à ce que le fait que les Palestiniens ne puissent pas vivre librement, car on le sait aujourd'hui qu'ils sont colonisés, ils ont du mal à voyager, à vivre librement là où ils sont,
Quels sont les enjeux de ce conflit? Ah, il y a deux enjeux majeurs. C'est que, l'État d'Israël ne veut plus reconnaître, bien évidemment, les accords qui ont été signés, ne veut plus reconnaître, bien évidemment, ne reconnaît pas d'ailleurs les décisions de l'ONU. Et bien évidemment, il grignote au fil des années des territoires de la Palestine. Et face à cette politique menée depuis des années, tu as un peuple qui résiste au quotidien, tu as un peuple qui demande qu'on respecte sa dignité, tu as un peuple qui réclame l'application tout simple du droit international et des accords. Et donc aujourd'hui, la situation elle est tellement compliquée qu'on ne peut pas continuer comme ça pour la création d'un État palestinien. Eh ben, l'État d'Israël doit tout simplement respecter les décisions de l'ONU et doit respecter aussi ses engagements. Sinon, ce conflit va durer et pèse d'une manière très très lourde sur la paix dans le monde. Je parlais tout à l'heure avec Bertrand Heilbronn, qui est le président de la FPS, que vous connaissez, puis je rappelle, vous êtes membre de la FPS aussi. On revenait un peu sur, peut-être sur quelque part, cette puissance à tous les niveaux, hein, cette présence, cette force économique, politique, ce relationnel aussi qui est différent de la Palestine avec les autres pays européens, internationaux, les autres puissances de ce monde. On a aussi là peut-être deux poids, deux mesures qui fait que peut-être que Israël, comme vous le disiez, ne respecte pas le droit international. En fait, en tout cas, c'est ce qui lui permet peut-être de prendre le temps ou de ne pas appliquer les décisions de l'ONU, par exemple. Comme vous venez de le dire, tout simplement, l'État qui ne respecte pas d'une manière très importante les décisions de l'ONU, c'est l'État d'Israël. Ça, c'est affiché, c'est connu de tout le monde. Oui, parce que bien évidemment, il y a les États-Unis qui jouent un rôle malheureusement pour défendre, on va dire, systématiquement l'État d'Israël et qui bloque bien évidemment toute décision de sanction. Et donc, aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit assumer ce rôle et qui doit dire, face à un État qui ne respecte pas, bien évidemment, les décisions de l'ONU, face à un État qui ne respecte pas, des fois ses propres engagements d'ailleurs, hein, l'Europe doit mettre en œuvre cette politique de sanctions pour tout simplement pousser les politiques, les décideurs en Israël, de respecter le minimum, de respecter les engagements que eux-mêmes ils ont pris et de respecter bien évidemment les décisions de l'ONU. Sans ça, aujourd'hui, bien évidemment, je peux ajouter aussi un segment, c'est les pays, on va dire, arabes, tous ces pays qui peuvent aussi jouer un rôle pour réclamer haut et fort la nécessité de respect du droit international. S'il n'y a pas, on va dire, ces conjonctures, c'est-à-dire, on le sait très très bien, les États-Unis aujourd'hui, depuis des années, bloquent systématiquement les décisions du Conseil de sécurité. Et chaque fois qu'il y a une question de sanctions contre l'État d'Israël, on sait très bien que, bien évidemment, l'ONU systématiquement prend des décisions pour condamner plein de choses que l'État d'Israël fait contre le peuple palestinien. À titre d'exemple, bien évidemment, le grignotage des terres de la Palestine, la construction des nouvelles colonies, etc. Et donc tout ça rend bien évidemment le processus de la paix, rend le processus de la création de l'État palestinien très très compliqué. Aujourd'hui, les connaisseurs, moi j'ai eu l'occasion de voyager, les connaisseurs sur le terrain, on le constate, la continuité territoriale est une chose inexistante. Aujourd'hui, pour la création de l'État palestinien, l'État d'Israël doit accepter de retourner, bien évidemment, d'enlever quelques colonies en et d'accepter, bien évidemment, les décisions de l'ONU. Et pour arriver à ça, je pense que l'Europe doit jouer un rôle majeur. Merci Farid Ousni, restez avec nous. Juste quelques petites secondes pour rendre hommage notamment à notre consoeur, paix à son âme, cette journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh qui a trouvé la mort, qui a été tuée, qui a été assassinée ce matin dans le cadre de ses fonctions. On se retrouve tout de suite après avec vous pour les dernières réactions.
Voilà, sur ces images, vous voulez bien évidemment, encore une fois, ce soir, rendre hommage. Et c'était le but aussi de cette émission, de revenir sur cette femme d'une cinquantaine d'années, journaliste palestinienne, Shervin Abou, qui a perdu la vie ce matin. Farid avec nous, on va terminer l'émission. Merci d'être avec nous. Ousni, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour peut-être continuer à nous, en tant que journalistes, mais aussi les citoyens, les citoyennes du monde, à continuer à alerter la presse, à alerter l'international? Si vous me le permettez, il faut tout simplement continuer, en tant que journaliste, de faire votre métier, d'informer les citoyens du monde, d'informer le monde entier sur ce qui se passe dans les zones qu'on peut qualifier de difficiles. Shervin Abou Akleh, paix à son âme, a toujours su être là où il faut être, a toujours su, bien évidemment, d'une manière professionnelle, informer le monde entier de ce qui se passe en Palestine. Ce matin-là, elle était à Jenin pour tout simplement informer le monde entier de l'intervention militaire israélienne à ce camp de réfugiés à Jenin. Et donc, il faut, pour lui rendre hommage, il faut tout simplement continuer à informer de ce qui se passe en Palestine, à informer les gens et à dire tout simplement, voilà ce qui se passe au quotidien, voilà la souffrance de ce peuple martyr, malheureusement, voilà ce qui se passe et voilà ce que l'armée israélienne inflige tout simplement à un peuple qui subit l'occupation depuis maintenant des années et des années. Et donc, il est nécessaire de continuer à informer, et par votre information, bien évidemment, c'est une manière implicite de dénoncer ce qui se passe dans ces territoires. Merci d'avoir été avec nous, Farid Ousni. Je rappelle, donc vous êtes membre de la FPS et militant pour une paix au Proche-Orient. Merci infiniment. Était avec nous aussi Elsa Lefort Hamouri, épouse de Salah Hamouri. On est revenu sur la situation de ce jeune franco-palestinien, avocat qui est aujourd'hui encore une fois incarcéré. Le plaisir aussi d'avoir voir avec nous Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Voilà aussi ce qu'a annoncé Israël. Israël a offert aux Palestiniens, je cite, une enquête pathologique conjointe sur la triste mort de la journaliste Shervin Abou Akleh, a déclaré son ministre des Affaires étrangères Yair Lapid pour Israël, alors que, bien évidemment, le président palestinien Mahmoud Abbas lui a jugé dans un communiqué que le gouvernement israélien est entièrement responsable du décès de la journaliste. Et la France, de son côté, elle a exigé une enquête d'une forte transparence sur la mort et a déclaré donc sa profonde tristesse et a rendu aussi hommage à cette journaliste donc, qui, je le rappelle, a perdu la mort. C'est les questions qui se posent aujourd'hui, mais avec tous les invités que nous recevons, la presse française aussi, pour certaines, est très claire et parle aujourd'hui d'une balle réelle à bout, limite à bout portant. Parle d'un assassinat de cette journaliste, je le rappelle, palestinienne, qui a donc perdu la vie ce matin. Shervin Abou Akleh, merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver très vite. Vendredi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Actu. Je vous souhaite une très bonne soirée sur R Télévision. Merci à Dina Trabelsi de m'avoir accompagné pour la réaliser. À très vite. Bonne soirée à tous.